je suis arrivé en Russie en 97 pour conseiller agricole de ce grand pays. Puis, d'abord l'étendue, parce que c'est plusieurs fuseaux horaires, voilà, ça va du pôle nord aux terres de l'Asie centrale. C'est d'une grande diversité. C'est un pays, pour camper un peu les choses sur le plan agricole, c'est un pays qui a environ 220 millions d'hectares de terres cultivées, chiffre à comparer à la superficie cultivée de la France, qui est à peu près 27 millions d'hectares, ou de l'Europe, qui doit faire à peu près 70 millions d'hectares, peut-être un petit peu plus. Enfin, c'est un gros bloc. Voilà. Et il a sous le coude, ce pays, environ 600 millions d'hectares qui ne sont pas cultivés actuellement, mais qui pourraient l'être. Et que, vraisemblablement, le changement climatique permettra de cultiver progressivement. Donc, c'est un des grands, c'est donc un des très grands pays potentiellement producteurs de produits alimentaires. Et donc, c'est quelqu'un qui a l'arme alimentaire sous la main. Alors, le pays, je vais juste un tout petit peu corriger Bernard, la Russie soviétique, donc l'Ukraine y compris, a été importatrice de blé jusqu'à l'effondrement, en gros, de l'URSS. Voilà, 90. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Moscou, je trouvais dans les papiers de l'ambassade des archives qui décrivaient le rôle de mes prédécesseurs de l'époque soviétique. Et c'était un rôle finalement très compliqué, mais qui se résumait à une chose, négocier pour la grande commission franco-soviétique le volume et le prix, avec le calendrier de livraison, du blé dont la Russie était nécessiteuse. Oui, c'était le seul sujet. Oui, mais j'ai participé à une réunion de cabinet avec pour le Premier ministre sur l'échange blé-pétrole avec la Russie. Et bien sûr, le moyen de paiement, c'était l'or et le pétrole. Et 91, en fait, il s'est produit autre chose. C'est-à-dire que la Russie a implosé sur elle-même. C'est-à-dire que les structures surnuméraires qui me font frémir, moi, quand je regarde les structures surnuméraires de l'administration française, mais c'est une parenthèse, les structures soviétiques se sont révélées absolument incapables de répondre aux injonctions qui venaient d'être données par l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev, on a enterré Capilini à Moscou il y a une quinzaine de jours. Que voulait faire Gorbatchev? Permettez-moi juste une petite parenthèse par rapport au dossier agricole, mais pour y revenir. Gorbatchev a constaté que tout dans l'économie soviétique dépendait du Parti communiste, dont il était le secrétaire perpétuel, le secrétaire général, je ne sais plus quel était exactement son titre, excusez-moi. Et Gorbatchev a dit, si je veux débloquer la société soviétique, si je veux faire en sorte que les entreprises ne soient pas clouées au sol, alors qu'elles ont des projets de modernisation, d'investissement, de diversification, de réponse à des besoins, etc., de façon peut-être pas ultra-libérale, certainement pas, mais d'une façon plus réactive par rapport aux besoins qui s'exprimaient dans le pays. Le pays où on faisait la queue pour tout. Le pays où on s'inscrivait sur une liste dans son entreprise pour avoir le droit de recevoir le droit d'acheter un aspirateur, un réfrigérateur ou une voiture. Et on gagnait des places si on avait une meilleure note, et on en perdait si on avait eu des petits ennuis avec la hiérarchie. Et donc Gorbatchev a dit, il faut que je rompe la tutelle absolue du Parti communiste. Et donc, il a pris deux grandes décisions. Il a lancé, ça nous le savons tous, plus ou moins, quand on n'a pas été sur place, on ne voit pas trop de quoi il s'agit finalement. Ces deux mots magiques sont glasnost et perestroïka, qui veut dire respectivement transparence et reconstruction, donc un processus d'explicitation réaliste, parce que la transparence, ça veut dire le réalisme d'une certaine manière, de ce qui se passe dans l'économie du pays. Et une deuxième chose que nous n'avons pas l'habitude de commenter,
dans nos pays, qui a consisté à autoriser les directeurs des grands concerns industriels, agro-industriels de l'Union soviétique, d'ouvrir, au nom de leur entreprise, des comptes en devises à l'étranger, donc en Allemagne en particulier, et l'objectif était que ces sociétés soient invitées en quelque sorte à vendre à l'extérieur pour créditer ces comptes et pouvoir ainsi la possibilité d'échapper au Parti communiste pour les choix d'investissement en équipement industriel. Si je raconte cela, c'est parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Les comptes ont été ouverts. Un grand mathématicien enseignant du secondaire de Russie a compris que cela lui permettrait de vendre les voitures de Togliatti. Il les a vendues. Il les a vendues au prix où elles étaient vendables, plus exactement achetables, en Allemagne de l'Est, dans des pays de l'Europe centrale, c'est-à-dire entre 3 et 10 fois le prix qu'elles coûtaient en Russie. Et il a renvoyé les recettes de ces ventes sur le compte qu'il avait ouvert au nom de cette société, et il a renvoyé en Russie le montant au prix russe. Le reste est resté en devise dans la banque allemande où la société avait ouvert un compte. Et le compte s'est transformé en un compte en son nom, comme un par hasard. Le banquier russe ou russo-polonais n'a pas vu d'inconvénient parce que ça se passe comme ça, puisque c'était le seul interlocuteur qu'il pouvait connaître, d'ailleurs, physiquement. Ça paraissait logique. Et ils se sont constitués de super richesses. Mais le programme de Gorbatchev est resté au point mort. Et donc, lorsque le système de Gorbatchev s'effondre, en décembre 1991, le 26 décembre 1991, après qu'il eut dû renoncer à sa fonction de président de la fédération de l'Union soviétique, dans un message pathétique, peut-être l'avez-vous vu les uns ou les autres, traduit, lorsque, sous la contrainte, il a été obligé de constater que la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, la République socialiste soviétique de Russie, avaient signé à Minsk un accord pour sortir de l'URSS. Et que quelques jours plus tard, il y a eu un accord signé à Alma-Ata, qu'on a un peu oublié, entre les signataires des accords de Minsk et plusieurs autres républiques de l'Union soviétique pour sortir de l'URSS. Et c'est alors que Gorbatchev, qui était en vacances, comme vous le savez peut-être, quelque part sur la mer Noire, en presqu'île de Crimée, a été cerné dans sa demeure, prié de rentrer à Moscou et obligé d'annoncer la fin, de constater la fin de l'URSS et de partir. Et donc, Yeltsin arrive dans une période épouvantable parce que le peu de choses qui fonctionnaient dans l'économie soviétique s'est effondré. Donc, plus rien ne marchait. La monnaie s'est effondrée. Les économies qu'en une vie les gens avaient faites pour pouvoir bénéficier des choses qu'ils avaient commandées sur les listes de ce qui leur ferait plaisir, tout est devenu impossible. Le budget pour acheter un appartement pour les enfants, ce qui était possible à l'époque soviétique, ou pour acheter la voiture, permettait d'acheter la même voiture en modèle réduit. Et donc, le premier problème qu'Eltsine et Gaïdaï, son premier ministre, ont eu à régler, a été de couvrir les besoins alimentaires de la Russie. L'Ukraine, elle s'en sortait mieux, parce que l'Ukraine était restée un pays très agricole.
avec beaucoup de petites exploitations coopératives à l'intérieur des kolkhozes, avec des détournements évidents des moyens du kolkhoz pour faire tourner les petites fermes individuelles, mais au moins il y avait de la production. Et le pays, ayant une grande tradition agricole, avait des relations familiales entre les villes et les campagnes extrêmement vivaces qui ont permis à la population de vivre, de survivre. Tout le monde se faisait ses tomates, ses pommes de terre, même en Russie d'ailleurs un petit peu, mais beaucoup moins. En tout cas, pas à l'échelle des besoins d'un pays d'à peu près 130, 140 millions d'habitants au moment de l'effondrement du reste. Voilà. Et donc, Gaïgaï a négocié avec les pays occidentaux, avec la Banque mondiale, avec les États-Unis, et il a négocié des financements. Et il y a eu des conditions. Les conditions pour le financement international au bénéfice de la Russie, c'était libéralisation de toute l'économie russe, et en particulier, prioritairement, libéralisation de l'économie agricole. Fin du système communiste de terres appartenant à l'État et de structures réparties entre les sovkhozes, socialement totalement d'État, et les kolkhozes, partiellement coopératives d'État. Et donc Gaïgaï a dû engager cette réforme. Yeltsin a fait, comme vous le savez, appel à Jeffrey Sachs, l'économiste américain, universitaire, je ne sais plus, de Columbia, je crois, je ne sais plus exactement d'où venait lui, Jeffrey Sachs, dont j'ai lu très récemment une interview en ligne dans une dispute universitaire américaine, et où il avoue avoir été absolument dépassé par l'ampleur de la comment dirais-je, thérapie de choc qu'il avait préconisée avec succès d'ailleurs en Pologne, mais qui en Russie a été catastrophique. Je vous essaierai de montrer tout à l'heure comment les réformes de Jeffrey Sachs en agriculture ont en fait écarté de l'économie de marché les sociétés agricoles qu'il avait mission d'y intégrer. Voilà. Et donc la Russie a commencé avec une dette énorme au club de Rome, au club de Londres, au club de Paris. Je vais abréger sur l'histoire parce qu'on va se concentrer sur le sujet qui nous intéresse. Et on est venu à bout de cette dette à l'époque de Poutine, et seulement à l'époque de Poutine, lorsque le prix du pétrole a dépassé la cote 75 puis 100 €, et alors, effectivement, la Russie a remboursé cash sa dette internationale et s'est installée dans une situation de puissance capable de négocier commercialement avec les autres pays du monde, constatant au passage qu'elle n'avait pas de déficit budgétaire, tandis que l'Europe s'enfonçait dans un déficit budgétaire, en gros, de l'ordre du PIB pour les différents pays concernés. Donc la Russie s'est en quelque sorte rétablie singulièrement grâce à l'évolution, la crise mondiale sur l'énergie, les tensions sur l'énergie et la remontée du prix du pétrole. Et Poutine a ça en tête en permanence. Et aujourd'hui, il continue de recevoir des recettes extrêmement intéressantes. Et c'est ce qui explique qu'en effet, le rouble n'a pas dévissé, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Le rouble se porte bien, parce que la Russie engrange tous les jours des centaines de millions d'euros et de dollars pour le paiement du gaz et des pétroles qu'elle continue de livrer, y compris à l'Europe. Donc, et vous savez comme moi qu'un tuyau, ça se verse dans un autre tuyau, et qu'on peut très bien changer la nature du gaz en oubliant d'où il vient. J'ai vu ça comme attaché à l'école à Moscou, lorsqu'il y a eu des embargos sur un certain nombre de produits alimentaires qu'on ne pouvait plus livrer en Russie, soit de l'Ukraine, soit d'ailleurs, et je vous garantis qu'on a su comment il fallait faire. Voilà.
Il n'était pas interdit de faire du commerce avec le Kazakhstan ou avec l'Ouzbékistan ou avec la Turquie, pour qui il n'était pas interdit de vendre à la Russie. Et par le jeu des certifications, des certificats de conformité aux normes de ceci, de cela, on turquise ou on afghanise le produit qui doit arriver en Ukraine, et on joue sur cette subtilité des commerciaux entre, vous savez, le prix, la négociation au prix de marché en douane, avec les deux cours de douane qui correspondent au prix de provenance, à la notion de provenance et à la notion d'origine, qui sont deux choses carrément différentes. Donc, le produit d'origine France peut devenir provenance Kazakhstan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, avec ça, on réussit à vendre tout ce qu'on veut, et la Russie vend aujourd'hui sans problème une bonne partie de son gaz. Ça commence à tirer de ne pas avoir à en vendre à l'Europe. Mais ça n'est pas complètement fermé, parce qu'il y a des accords commerciaux qui ont été passés et que, pour le moment, les opérateurs ne sont pas prêts à dénoncer en totalité. Donc aujourd'hui, la situation de l'économie russe est tendue, mais pas au point d'être dans une crise d'implosion. Enfin bref, revenons à l'agriculture. Donc, injonction dans les années 91, 95. Moi, j'arrive à Moscou en 97, donc j'arrive dans cette situation. On est en train de faire les choses. Et on a déjà un peu passé, en quelque sorte, la première vague. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé des arrangements pour pouvoir manger. Les Américains ont livré des bouchelettes, les pâtes de poulet. Vous savez que les Américains ne mangent pas la viande rouge des volailles. Ils ne mangent que la viande blanche. Et donc, la viande rouge, elle vaut le coût de son évacuation des industries. Donc, c'est un coût négatif, un prix négatif. Donc, à partir du moment où c'est vendu avec un prix positif, c'est intéressant. Donc, les Américains se sont rués là-dessus. Ils sont venus livrer des bateaux entiers de bouchelettes. Donc, on se trouvait partout dans Moscou des pâtes de poulet, les prix congelés, plus ou moins contrôlés, plus ou moins de qualité. Mais enfin, moi, la population avait quand même des protéines. Et on trouvait du grain de diverses provenances, mais pas vraiment d'importation, parce que finalement, assez vite, les sovkhozes ont continué de travailler comme ils ont toujours fait. Je vous expliquerai pourquoi j'utilise cette formule. Arrive, et on va faire vite là, pour aller d'un bout à l'autre, le moment où, vraiment décisionnel, pour que les choses changent sur l'économie russe, c'est la crise asiatique. 1998, le rouble dévisse. C'était en août 1998. La Russie de Moscou, de Saint-Pétersbourg, richissime de tous ces gens qui vivaient des exportations des hydrocarbures, qui avaient l'habitude d'acheter les meilleurs vins, les meilleurs alcools, les meilleurs produits, les meilleurs bijoux, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout d'un coup, découvrent que ça coûte 4 fois plus cher. 4 fois plus cher. En une journée, tout ce qui était disponible est parti. Tout. Le magasin où moi je faisais avec ma femme, nous faisions nos courses à côté de la gare de Kiev, a été dévalisé. Il n'y avait plus rien. Pas une bouteille de vin, pas une bouteille de cognac, pas un sac de nouilles, rien. Et sont arrivés ensuite les sacs de patates, plus ou moins corrects, les sacs de nouilles, enfin bref, on a changé l'économie. Et cette crise a fait réagir très fortement. Parce que tous les importateurs qui achetaient les pâtes de volaille, qui achetaient aussi nos queues de cochon, qui achetaient aussi nos brins de cochon, qui achetaient aussi nos saucisses, qui achetaient aussi nos poulets, qui achetaient aussi en fait, toutes sortes de produits européens qu'on vendait, mais allègrement en Russie, ont été confrontés au même problème que les riches moscovites. C'est-à-dire que les Gus, ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter ces produits. Et donc, ils se sont dit, il n'y a qu'une solution, ces vendeurs qui avaient fait fortune dans ce petit commerce d'import-export,
Il n'y a qu'une solution, nous allons lancer la production. Donc, nous allons mettre la main sur les anciennes fermes de volailles. C'est pas facile de savoir où c'est. Et on va lancer la production. Les exportateurs de volailles ont essayé de réagir, mais avec beaucoup de difficultés. Nos exportateurs étaient incapables de résister à cette dégringolade des prix intérieurs. Et par conséquent, ce sont les industriels des équipements qui ont compris à l'Ouest que l'opportunité était ouverte pour aller équiper la Russie. Et donc, les grands faiseurs de techniques d'alimentation animale, de bâtiments d'élevage, de ventilation, d'amélioration des bâtiments, ont négocié avec les importateurs russes des produits alimentaires qui ne pouvaient plus rien faire. Ils leur ont dit, mais nous, on est prêts à vous aider à relancer la production. Et en quelques heures d'explication de texte, ces anciens importateurs sont devenus de nouveaux producteurs. Ils ont très bien compris que les volailles, c'est des céréales à deux parts, qu'il faut 1,6 kg de grains pour faire 1 kg de volaille, quand ça marche mal, 1,4 kg quand ça marche bien, et donc il faut mettre la main sur les anciennes fermes qui produisent céréales. Et donc, ils ont passé des accords avec les autorités de la politique agricole russe en disant, voilà, vous nous laissez reprendre les fermes, vous gommez, vous oubliez la dette de ces fermes aux fonds sociaux, à tout ça, et on redémarre les productions. Donc, on recrée de l'emploi, on remet au boulot les anciens colchosiens, on va payer un petit loyer, on va leur payer un petit loyer, et on va tourner la réforme privatisation de l'agriculture russe qui devait vendre la terre, mais qui n'avait pas d'acheteurs. Personne n'avait d'argent pour acheter la terre. Et donc, on a stabilisé le système de la location des terres, et ces repreneurs ont passé des contrats avec les fermiers, les anciens colchosiens, qui avaient le droit sur le foncier. Le foncier avait été divisé en pailles foncières, 2, 4, 5 hectares à peu près, et donc sans que la localisation de la paille foncière soit identifiée, mais voilà, les accords ont été passés, les fermiers ont signé des contrats de location, parfois ils ont signé des contrats de reconnaissance, de transfert de propriété le jour où la terre pourra être vendue, et ça c'est resté dans les armoires des notaires. Et puis, ils ont reçu un petit salaire. En général, le loyer était payé partiellement en sous et la plupart du temps en grains avec un peu de vodka. Et tout le monde était content. On désignait, moi j'ai assisté plusieurs fois à la conclusion de ces contrats. Il y avait un représentant de l'ancien soviet agricole, il y avait une balance, il y avait 2 représentants du village, qui vérifiait qu'on pesait bien comme il fallait, que s'il était prévu de donner 10 kilos ou 100 kilos de grain, on pesait 100 kilos de grain, que c'était du grain et pas du grain avec de l'ivraie, et qu'il y avait 3 litres de vodka, on goûtait, on s'assurait que c'était bien de la vodka à 40 ou à 50 ou à 60 et pas de la vodka à 30, et tout le monde repartait content, et les grandes entreprises ont repris. Et c'est ainsi que M. Potanin, aujourd'hui un des plus gros manias de l'industrie russe, a démarré les premières agro-holdings en Russie. C'est là l'origine de la concentration des agro-holdings. Il n'est pas le seul, il a donné le tempo. Un de ses collègues, qui était l'ancien ministre du Pain, avec qui j'avais sympathisé, parce que c'était un type assez extraordinaire, extrêmement cultivé, connaissant la Russie en ses tréfonds. Je voulais vous dire, j'avais appris à parler le russe quand même en arrivant à Moscou, parce que sinon on ne fait rien. Hein. Sinon, on fait les couloirs des ambassades, et puis on rapporte ce que vous croyez avoir compris de ce que quelqu'un a rapporté, de ce qu'il a entendu quelque part. Donc on ne sait rien. On ne fait rien. Et on n'intéresse personne. Sauf l'administration française, où on dit « Ah, il a écrit quelque chose, ça ressemble à ce que les Allemands ont écrit, donc ça doit être vrai. »
Voilà. Donc ça, ça a été une réforme. L'Ukraine n'a pas tout à fait ça parce qu'elle avait une meilleure agriculture. C'était vraiment une tradition agricole. Très grande différence entre l'Ukraine et la Russie. Quand on me demande quelles sont les différences entre la langue russe et la langue ukrainienne, je dis, ben, vous voyez, en russe, la table de la salle à manger, c'est stolovaya, c'est-à-dire l'endroit où on se montre. Et puis en ukrainien, c'est siedina, c'est-à-dire l'endroit où on mange, ou même carrément où on bouffe. Donc il y en a qui sont concrets, qui se disent le repas, c'est quelque chose qu'on mange, tandis que d'autres disent le repas, c'est là où on se montre, pour faire des toasts. Et la deuxième différence, c'est que l'Ukraine n'a jamais connu le servage en agriculture avant la bataille de Poltava, 1700 et poussières, gagnée par Pierre le Grand, et surtout l'arrivée de Catherine II, avec ses boyards et ses favoris divers, et qui a colonisé toute la rive gauche du Dniepr en y installant le servage. L'Ukraine garde la mémoire de ce qu'elle a toujours été une terre, comme la Roumanie, la Bulgarie, sans servage. Bon, je passe sur ça. Donc l'Ukraine était dans une autre logique, mais la transformation des structures agricoles de l'Ukraine s'est faite de la même manière en Russie. C'est-à-dire qu'il était impossible de capitaliser avec de l'argent le foncier, donc c'est le régime de la location qui l'a emporté, et les entreprises se sont constituées des banques, entre guillemets, de terre, en contrat de location. Le premier service d'une entreprise agricole d'Ukraine, c'est le service foncier. Mon ami Yuri, qui doit contrôler 60 000 hectares, a 10 000 propriétaires fonciers. Donc c'est un énorme service. Bon, ça ne tourne pas avec une énorme quantité de gens, mais il a une dizaine de gars qui parcourent le terrain et qui ont des oreilles pour entendre les récriminations. Ils n'ont pas payé comme il fallait. Nous, on a été sollicités par machin qui nous propose quelque chose en plus. Il met une bouteille de vodka de plus et puis il va repeindre la cour de je ne sais pas quoi. Et puis il va financer le club de football. Alors on va lui donner nos terres à lui. Voilà. Ah, donc on va faire quelque chose. Donc on va faire, nous, on va venir, on va faire le stade. Et là, on récupérera le foncier. Il y a toute une organisation sociale qui s'est installée et que l'on connaît mal à l'Ouest parce qu'on a caricaturé un peu les choses. On dira c'est un pays avec des grosses agro-holdings, grosse capitalisation, super capitalisation. Oui, capitalisation. Oui, capitalisation. Mais avec aussi des formes de socialisation très évoluées, très diversifiées. J'ai été extrêmement touché il y a moins d'un mois en apprenant la mort de mon ami Alexis Afanassievitch Badatursky, qui était le créateur du premier négociant en grains d'Ukraine, le groupe Nibulo, qui avait été créé par lui en 93 ou 14, je ne sais plus exactement, du nom de Nikolaïev, la ville où il était installé avec les silos, Budapest, parce qu'il pensait qu'il fallait qu'il y ait une relation avec les anciens pays classiques, et puis London, parce que évidemment, il fallait aller sur le marché international. Nibulo. Et donc, cet homme absolument exceptionnel avait créé une ferme collective de 70 000 hectares, en gros, dans la région autour de Nikolaïev, entre Kherson et Nikolaïev, donc là où ça tire fort en ce moment. Et il l'avait pas fait pour s'enrichir, lui. Il l'avait fait parce que natif de cette région, issu d'exploitation agricole de cette zone, il estimait de son devoir de sauver cette partie-là de l'économie et de la société, de sauver la culture de ces paysans, de ces ruraux. Et donc, il ne voyait pas comment faire pour les sauver autrement qu'en organisant la production à moindre coût, sortir des surcoûts de l'économie soviétique, dispendieuse,
et avec un instrument de commercialisation, avec le premier silo qu'il a construit pour pouvoir vendre à l'extérieur, être payé en devises fortes. D'autant plus fort que les monnaies continuaient de se dévaluer à l'intérieur. La grivna maigrissait à vue d'œil. Donc, s'il vendait en dollars et en euros, il était sûr de garantir des recettes. Et il était adoré dans la zone où il a fait cette ferme, dont il était le propriétaire de 70 000 hectares. Et j'ai du mal, moi, comme Français, à me dire qu'il est le représentant d'un capitalisme intraitable à l'égard de la paysannerie. Je me dis, mais voyons, c'est une forme sociale formidable. À côté de ça, il y a des voleurs. Il y a des voleurs. Il y a des types qui ont contourné, qui ont détourné des contrats de location. Voilà. Parce que tout est possible. Tout est possible. Vous savez, c'est ce qu'on dit en russe, en français. Impossible n'est pas français. La grande différence avec la Russie et l'Ukraine, c'est qu'en Russie et en Ukraine, tout est possible. Alors, ça, c'est la crise de 98, c'est la réorganisation, on est parti là-dessus. Pourquoi? Que se passe-t-il après? Que se passe-t-il après? Eh bien, il se passe que la mentalité russe change très profondément, petit à petit. Une espèce de lassitude après l'envie d'Ouest. On a expérimenté le McDonald's. Il n'y a que à Moscou pour aller tourner le McDonald's à côté de la place où tous les amoureux se donnaient rendez-vous au moment du grand poète national. Et que moi, c'est fini. Alors après, on a construit on est revenu aux Tavernaya, on est revenu à la petite cuisine locale, on a revendu des basses, etc., etc. Et donc, on a vu se resurgir une recherche d'originalité, d'authenticité. Et nous, à l'Ouest, on n'a pas trop observé ça, parce qu'on s'est dit, ça marche, on prend des intérêts, on a des accords avec la Russie, les grands leaders de l'industrie des pétroles y sont, nos grands fournisseurs, nos grands industriels y sont, il y a des perspectives extraordinaires, et la Russie était demandeuse. La Russie n'a jamais eu envie de faire elle-même l'exploitation de ses ressources naturelles. La Russie a toujours concédé aux Allemands, aux Américains, et puis plus récemment aux Européens, l'exploitation. Les sociétés de gaz, ce sont elles qui ont installé les grands sites d'exploitation dans le Nord, qu'ils ont installés au Kazakhstan, qu'ils l'ont installé dans la mer Caspienne, au large de l'Azerbaïdjan. Ce sont elles qui ont financé les grands pipes pour traverser la Sibérie. Ce sont elles. Et qui ont constitué des sociétés mixtes. Le meilleur exemple, c'est celle de M. Schröder, qui devient le patron, le vice-roi du système gazier russe. Et donc, on avait l'impression que ça, c'était acquis, que c'était ça tournait. Ça tournait. Il n'y avait pas besoin de faire autre chose que de répondre à ces sollicitudes. Le patron d'Elf, quand les deux grands groupes français ont fusionné, il y avait donc deux patrons des deux grosses sociétés ukrainiennes, qui étaient des collègues et amis de la mission économique dans laquelle j'ai exercé mes talents, se sont retrouvés évidemment remerciés l'un et l'autre. L'un avait largement l'âge de la retraite, il est parti dans sa Provence natale vivre son bon temps, et l'autre, qui n'avait pas l'âge de la retraite, il a été recruté par Khodorkovsky en un tour de main. Khodorkovsky, c'était ce magnat du pétrole, ce génial mec, polyglotte, une culture éblouissante, qui avait créé le groupe Yukos, principal groupe pétrolier de Russie, dont il pensait pouvoir faire un outil de sa propre promotion sociale, en quelque sorte, négociant directement avec les Chinois des contrats de livraison, et qui s'est fait, comme vous le savez, casser par Vladimir Poutine, qui avait passé un accord avec les oligarques. Vous êtes avec moi, enrichissez-vous, mais vous ne faites pas de politique. Si vous vous enrichissez et que vous ne participez pas à notre système, vous disparaîtrez. Voilà. Alors
ce vendeur de voitures que j'évoquais en introduction de ma conférence, il a glissé dans sa baignoire à Londres. Voilà. Et puis cet autre, il a eu un produit chimique indétectable qu'il a abattu, et puis etc. Et Rhodorkovsky, il a fait, je ne sais plus combien, une dizaine d'années de prison, de camp disciplinaire. Si on dit absolument épouvantable. Épouvantable. Donc, Poutine a maté ce positif et il arrive une sorte de cul-de-sac aujourd'hui. Comment les choses sont arrivées après? Pourquoi la guerre de Crimée? La guerre de Crimée et le bazar actuel provient de l'Ukraine. L'Ukraine est invitée à se rapprocher de l'Europe. Ah bon, pas vraiment, parce que personne en Europe n'est vraiment prêt à faire rentrer l'Ukraine en Europe dans les années 95, 97, 99, 2000, 2010. Personne en Europe ne dit l'Ukraine va rentrer en Europe. On a fait, ce qu'on entend habituellement, c'est on a fait rentrer la Roumanie et la Bulgarie, on en a fait d'aller à la plage. Donc on n'a pas de place pour quelqu'un d'autre. Puis on est emmerdé avec la Slovénie, on est emmerdé, on ne va pas trop avec la Slovénie, mais enfin avec la Croatie, avec la Serbie, avec le Kosovo, gna 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 gna. Donc l'idée n'était pas d'ouvrir l'Europe à l'Ukraine à l'Europe. L'idée était tout simplement, je dirais par mimétisme, de faire avec l'Ukraine la même chose que ce que l'Europe avait fait avec la Russie, c'est-à-dire un accord d'association. En tout cas, un accord de coopération. Et puis, voilà, oui, donc l'Europe avait signé des accords de coopération pluriannuels avec la Russie, avec la perspective de faire une association. Il y avait d'ailleurs en 1997 encore dans la diplomatie occidentale l'idée que la Russie pourrait négocier avec l'OTAN, peut-être même fusionner avec l'OTAN pour avoir une sécurité continentale par rapport à un ennemi qu'on voyait plutôt sur la Chine et l'Asie du Sud-Est. Seulement oublié aujourd'hui. Mais on n'avait pas l'idée d'intégrer la Russie dans l'Europe. Et pas plus pour l'Ukraine. Mais voilà, les choses se sont faites, ont avancé. Le pouvoir ukrainien est passé des mains de Yushchenko, l'homme de la révolution orange, aux mains de Poroshenko, aux mains de Yanukovych, son opposant, qu'il avait finalement nommé comme Premier ministre, pro-russe, et surtout parrain des mafias de toute nature qui divisaient les avoirs de l'Ukraine. Et donc, il y a eu beaucoup d'opposition à Yanukovych, beaucoup d'opposition. Après deux conventions de coopération entre l'Europe et l'Ukraine, les négociations se sont orientées vers un véritable accord d'association. Donc, l'Europe a négocié à très haut niveau. Les parlementaires se sont rencontrés, les ministres, les diplomaties se sont rencontrés en formation bilatérale, en formation multilatérale. Enfin, tout ce boulot s'est fait pour qu'un contrat d'association, une convention d'association soit signé. Le président Yanukovych, qui sans doute avait pris la précaution de consulter Moscou, avait accepté de paraffer les projets de convention. Vous imaginez bien qu'une convention comme ça, on n'ouvre pas son sac pour la signer publiquement le jour où on la signe. Il y a toute une procédure extrêmement complexe de validation par les délégations, les Sherpas, etc., pour arriver au bout. Donc, la convention était bouclée et normalement, la Russie avait donné son feu. Et puis, le jour J, Yanukovych refuse la signature. Et là, il y a une révolte en Ukraine. La jeunesse descend dans la rue. Elle descend dans la rue, non pas parce qu'elle avait envie d'aller en Europe, mais parce qu'elle estimait qu'il était nécessaire de trouver une relation avec l'Europe, nouvelle, même sans adhérer. Et il n'était pas question, dans la jeunesse, d'adhérer à l'OTAN. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc, le mouvement de contestation était extrêmement fort, comme vous le savez, et Yanukovych, qui a été conseillé par le Kremlin pour tirer dans
les manifestants, faisant plusieurs centaines de morts, la moitié à Kiev, et puis le reste sans doute autour de Kiev, a dû, en catimini, quitter l'Ukraine, s'est réfugié en Russie, et l'Ukraine est alors rentrée dans une période de complexité, de difficulté, parce que le régime n'avait plus de point d'ancrage. Donc on a vu arriver M. Poroshenko comme président, c'est-à-dire un grand industriel avec les principaux oligarques du pays, qui a développé lui aussi un système un peu mafieux, moins mafieux que celui de Yanukovych, mais quand même un système d'arrangement divers. Ça n'a donné satisfaction à personne. Dans le tumulte des événements de 2014, la Russie annexe la Crimée. Purement et simplement, en 2 jours, sans coup férir. Et organise des élections en Crimée pour que la population criméenne reconnaisse qu'elle préfère être attachée à la Russie. C'est une mascarade, bien entendu. Mais les Européens n'ont pas réagi véritablement. Ils disent, c'est pas bien. On va interdire à nos diplomates de se rendre en Crimée. Point. Et c'était pour Poutine le 3e grand avertissement qui lui confirmait que l'Europe ne réagirait pas. Le premier, ça avait été l'invasion, avec annexion aussi de 20% du territoire de la Géorgie, de l'Ossétie du Sud. Pas de réaction européenne. La seule réaction européenne, peut-être pour certains d'entre vous, c'est celle de Yanukovych, c'est celle du président Sarkozy, qui a tenté de s'opposer à Poutine, qui l'a menacé de lui casser la gueule, plus simplement, et de façon extrêmement brutale. Et puis, le deuxième avertissement, c'était du même genre, toujours sur la Géorgie, l'annexion de l'Abkhazie, petite zone autonome de peuples caucasiens au bord de la mer Noire, qui n'ont pas justifié non plus de réaction européenne. Et non seulement il n'y a pas eu de réaction, mais Schröder a activé le projet de Nord Stream 2, activé le projet, qui était dans les cartons depuis pas mal de temps. Madame Merkel a dit qu'il n'y avait rien à redire, que finalement l'identité de la Crimée criméenne était toujours très discutable. Enfin, voilà. Et c'est la situation d'aujourd'hui. Passons vite. Qu'est-ce qui va se passer? Et comment ça se passe? La Russie, donc, a de fait activé des réseaux contestataires dans la région de Lugansk et dans la région du Donbass, qui sont des régions effectivement très proches de la Russie, qui sont des régions de culture russophone, mais avec une répartition des populations telles qu'elles se trouvent bien là, comme ukrainiennes. Elles ne revendiquent pas leur rattachement à la Russie. Très peu. Et c'est donc à coup de force que Poutine oblige, dans la zone de Lugansk où il a un peu la main en ce moment, le recours au rouble et le passeport russe et la langue russe obligatoire pour aller à l'école. Et l'obligation de scolarisation, bien entendu. Donc ce sont des techniques que les Ukrainiens désapprouvent, mais très profondément. Voilà. Pour l'agriculture, la guerre que la Russie a faite s'est traduite par le blocage des ports de la mer Noire. Les ports de Kherson sont bombardés régulièrement. C'est le port qui est le plus proche de la sortie du Dniepr. Donc, toutes les péniches qui, depuis quelques années, j'ai contribué à financer ça quand j'étais au Crédit Agricole, les péniches sont bloquées, parfois détruites, enfin coulées dans le Dniepr. Donc, les silos qui ont aujourd'hui une capacité en Ukraine d'exportation silos maritimes d'environ 60 millions de tonnes sont incapables de charger, puisque, comme vous le savez, les compagnies maritimes ne peuvent pas être assurées, elles ne sont pas sûres des voies maritimes, de la sûreté des voies maritimes, donc il y a 60 millions de tonnes qui restent dans les silos. Et tandis que la Russie peut quand même sortir de Novorossiysk et naviguer le long des côtes de la Turquie
jusqu'à repasser par les Dardanelles, les détroits, etc. Et donc, elle a une petite sortie pour sa capacité de production. Il est évident qu'avec la crise ukrainienne, les sanctions européennes ont pénalisé la Russie. Mais pas tant qu'on croit. Les sanctions européennes ont été totalement détournées par la Russie. Les sanctions européennes, vous le saviez, c'était pas d'ouverture de compte, pas d'échanges financiers, etc. Les mêmes en moins fort que celles qui ont été adoptées par les Européens avec le conflit actuel avec l'Ukraine. En fait, la Russie a contourné très facilement. D'abord parce qu'il y a eu plein d'astuces pour importer, pour contourner celle-là, et puis ensuite parce que la Russie a pris des contre-sanctions. Et donc, elle a interdit les exportations européennes, enfin de tous les pays signataires des sanctions initiales. Et donc, interdisant l'importation de produits alimentaires, en particulier, elle a, comme en 1998, ce que je vous racontais au début de cette soirée, elle a par conséquent suscité des vocations de nouveaux producteurs. Et entre 2014 et 2016, il y a 8 grands groupes agroalimentaires en Russie qui ont atteint une taille mondiale et qui ont été capables de couvrir, non seulement de couvrir les besoins de la Russie, sans les produits d'importation de l'Europe, mais d'exporter. Et la diplomatie russe, à cette époque, a été d'une grande efficacité dans tous les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud et centrale pour proposer à des prix d'amis la production supplémentaire que la Russie venait de mettre sur le marché. Et elle n'a pas fini la Russie, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 600 millions d'hectares de terre qu'elle pourrait mettre en culture. Là, elle en a dit peut-être une centaine de milliers, peut-être, hein, en plus de ce qu'elle avait. Elle a simplement intensifié. Et puis la Russie, elle nous rappelle qu'elle a le gaz, et que le gaz, c'est la source de fabrication des engrais azotés. Et que nous n'avons pas de gaz. Et donc, nous achetons nos engrais azotés, nous, les Européens, à la Russie, au Kazakhstan et un peu à l'Ukraine, qui ont des usines. Mais pour l'Ukraine, c'est très compliqué parce que l'Ukraine n'a pas plus de gaz que nous, ou très peu. Et donc, la Russie est très confortable. Et elle a un potentiel de production agricole intact. Les silos n'ont pas été bombardés de Russie. Et il y a des silos neufs qui ont été financés comme les silos que moi j'ai financés en Ukraine, neufs. Ceci étant dit, les silos neufs que j'ai financés en Ukraine, je ne sais pas combien j'ai financé, mais peut-être 40 millions de tonnes de capacité. Ils n'ont pas démoli tout seuls les silos anciens. Les silos anciens, c'est des silos. On met un peu plus de produits pour éviter que ça pourrisse, on nettoie, on peut stocker. Donc l'Ukraine a pu stocker, elle a encore des capacités de stockage. Elle va récolter, elle va quand même stocker. Donc pour nous, Européens, nous sommes dans une situation singulière. Nous voyons les marchés que nous pensions être les nôtres en Afrique du Nord, en Afrique, se clore. Et nous voyons la Russie disposer d'un gros potentiel d'exportation avec des voies de sortie qui sont les siennes. Novorossiysk, au travers de la mer Noire, toute la mer Noire n'est pas bloquée, et la sortie par l'Iran, par la ligne de chemin de fer Moscou, le grand port commercial de l'Iran, direct. Et puis le transsibérien qui permet d'aller jusqu'aux côtes du Pacifique, d'où on peut descendre vers les pays d'Asie, vers la Chine, sans compter qu'on n'est peut-être pas obligé même de charger sur des bateaux pour aller en Chine. On a 3 lignes de chemin de fer qui vont directement en Chine. Donc la Russie est calée sur une demande internationale à laquelle elle peut répondre auprès de gens qui ont besoin de ces produits et avec des arguments et des facilités qui ne sont plus les nôtres. Nous pensons aujourd'hui, peut-être en France, comme les cours se sont envolés, mais sans aucune raison liée aux 60 millions de tonnes que l'Ukraine n'a pas exportées.
On a récolté 780 millions de tonnes. C'est largement suffisant pour nourrir dans le monde. Donc, on n'a aucun problème. L'envolée, elle est liée au fait que depuis 1990, la constante des négociations internationales à l'OMC, c'est pas d'intervention sur la régulation des cours. Pas de système de stockage. Avec le moyen, par conséquent, d'acheter sur le marché mondial, stocker, tant qu'il y a trop de produits qui font chuter les cours, ou de mettre sur le marché les produits qu'il faut lorsque les cours s'envolent parce qu'on pense qu'il y a carence. Voilà la cause de l'envolée des prix. Et la spéculation financière qui va avec cette absence d'outils de régulation. Donc, on a aujourd'hui des cours du blé qui sont passés en quelques mois entre le début de la guerre en Ukraine, février de cette année, et maintenant, on est passé de 200 € la tonne, prix mondial, en gros, ordre de grandeur, je ne vous donne pas les mercuriales détaillées, on est passé à près de 400 € la tonne. Réaction de nos exportateurs de blé, menacés avant cette crise, par le fait qu'eux, ils sont à 200 en prix coûtant, pour 200 sur le prix mondial, alors que leurs concurrents d'Ukraine et de Russie, ils produisent à 100 la tonne, pour le même prix mondial de 200. Eux, tout d'un coup, nos producteurs européens se disent, mais là, nous sommes dans une situation formidable. Ah, on va enfin gagner un peu d'argent, pas seulement les 35 € la tonne d'aide communautaire à produire quelque chose qui ne serait pas vendable sans cette aide. C'est quand même un vrai problème. Et donc, nos exportateurs sont très contents de vendre très cher. Même si les Ukrainiens ne voient rien passer de ces 300 ou 150 $ la tonne de blé. Parce que dans un pays où il y en a trop de blé, le cours s'effondre. Le paysan ukrainien ou le gros producteur ukrainien, il négocie à 100 $ la tonne, à qui pourrait bien les prendre pour les charger quelque part, sur les trains, à travers de l'Europe. 1 million de tonnes de capacité de sortie. Très peu, par rapport aux 4 ou 5 millions de tonnes par mois qu'il faut pouvoir sortir. Voilà la situation. Donc nous nous berçons d'illusions, nous les Européens. Je pense que nous ne comprenons pas ce qui est en train d'arriver. Nous avions deux scénarios. Un premier scénario qui aurait été effectivement une coopération avec la Russie sur le dossier de l'énergie, en faisant ensemble des programmes de décarbonation des économies industrielles. Et donc, en sortant ensemble du pétrole. Parce que les Russes ont aussi intérêt à sortir du pétrole. Ils ont vécu sans le pétrole jusqu'à ces dernières années. Ils ont du pétrole. Et ce n'était pas le cœur de leur dispositif. Les Russes avaient aussi l'énergie atomique, ils ont aussi une énorme capacité d'énergie hydroélectrique, ils ont le bois, ils ont l'eau, ils ont toutes les ressources du monde. Et ils ont envie d'avoir Ils adorent la nature, adorent la nature. Et c'est vrai que quand on parcourt la Russie comme je l'ai fait, on est subjugué par la beauté de cette nature. Ce morceau de continent, nous sommes, nous. Il faut voir l'Altaï, il faut voir la Sibérie moyenne, il faut voir Ulaanbaatar et plus loin. C'est absolument prodigieux, c'est prodigieux. On peut faire 200 km sans rencontrer qui que ce soit, aucune route, rien du tout, rien. Donc la Russie avait le moyen culturel d'être ouverte à une négociation de la décarbonation. On ne l'a pas fait. On a préféré le short-term business de l'importation du pétrole. Contrairement à tout ce que nous dit le GIEC et tous les autres groupes de travail internationaux. On aurait pu s'entendre avec l'Ukraine et avec la Russie pour contribuer à la couverture des besoins alimentaires mondiaux et s'entendre sur des cours corrects, et notamment sur des co-investissements. Moi, je pense que lorsqu'on a des écarts de coûts de production aussi importants que ceux que je constate depuis des années entre l'Europe orientale et l'Europe occidentale,
Eh bien, ça veut dire qu'il faut déplacer nos capacités de production vers les zones où ça coûte moins cher. Aujourd'hui, nous avons peut-être encore la chance, et je terminerai là-dessus, de faire avec l'Ukraine un grand bloc, en effet, agricole. En disant, nous allons faire évoluer nos systèmes vers peut-être plus de diversification, plus de bio, d'agroécologique. Et puis l'Ukraine, elle va pouvoir aussi, avec des systèmes agroécologiques, valoriser le potentiel de fertilité exceptionnel qui est le sien. Et on va ajouter à la production européenne les 100 millions de tonnes de grains que l'Ukraine peut produire et a déjà produit avant la guerre. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'accepterai volontiers un verre d'eau. Oui, on a... François, tu peux aller en chercher un verre d'eau. J'aurais pu prévoir. Mais non, mais c'est nous qui n'avons pas prévu. Un verre d'eau. Nous qui n'avons pas prévu. D'habitude, on le fait, tu vois. Bon, peut-être avec un verre, on va aller le chercher là-bas. Il y a des verres là-bas. Non, mais... Non, pas là. Je vais y aller, je crois. C'est là-bas, dans le derrière. Tu vas être abreuvé. Merci, merci donc à Jean-Jacques Hervé. On pourrait raconter encore beaucoup d'histoires sur l'Ukraine. Je crois que ce qui est important dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a une méconnaissance très importante de ce qu'est l'Ukraine, l'histoire de l'Ukraine, de son agriculture, même à partir d'une certaine indépendance de l'Ukraine. On a parlé de l'Ukraine qui n'aurait été indépendante qu'après la Révolution russe, mais au moment de la Révolution russe, il y avait aussi une révolution en Ukraine, notamment portée par des paysans. Oui. Il y a eu même un mouvement célèbre qui était celui des matelots, des libertariens communistes, on pourrait dire ça, une sorte d'anarchistes communistes qui ont lutté avec les bolcheviks d'ailleurs, avec Kropotkin. Et qui se sont fait éliminer ensuite. Bon, tu n'en as pas parlé, mais on en a reparlé ces derniers temps. La grande famine qui a touché l'URSS, mais aussi particulièrement l'Ukraine, quand il y a eu la collectivisation des terres par Staline dans les années 30. Et même, ça a commencé plus tôt, oui. Dès 18. Mais elle a été la grande famille. La grande famille, voilà. Et elle avait commencé avant, mais ce sont des choses qui ne sont pas oubliées. Quand tu parlais de la mémoire des Ukrainiens, ça aussi, ça fait partie des choses qui ne sont pas oubliées. C'est une mémoire paysanne. Absolument. Et ce qui est aussi, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que ces agriculteurs, c'est pas, tu l'as dit, ce n'étaient pas des serfs, mais c'était des gens très compétents. C'est-à-dire qu'ils avaient une compétence bien au niveau de ceux des paysans d'Occident. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié par les Occidentaux, qui est même quelquefois méprisé par les Occidentaux. Et que quand ils sont allés en Russie ou quand ils sont allés en Ukraine, ils ont dit nous, on va leur apprendre. Voilà, quelle erreur. Parce que ces gens-là savaient quelquefois mieux que nous ce qu'il fallait faire sur leurs terres. Donc, ça, ce sont des choses qui ont été négligées par les Occidentaux et notamment par les Français, mais pas seulement, quand on a parlé d'agriculture à propos de l'Ukraine. Et je crois que ça, c'est important, tu l'as bien souligné, c'est important de s'en souvenir parce que s'il y a une attente des Ukrainiens, c'est pas simplement d'une aide matérielle, c'est d'être aussi reconnus pour leur propre qualité, leur capacité, qu'ils montrent là d'un point de vue militaire actuellement, mais qu'ils peuvent montrer de bien d'autres façons. Tu ne l'as pas cité, mais je
pense que c'est important, on l'a eu tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure en aparté, sur le plan intellectuel, sur le plan de la recherche, les Ukrainiens valent largement les Russes. Enfin, bon, c'est pas de la comparaison. Je veux dire, il y a une école ukrainienne de mathématiciens, de physiciens, etc., qui a joué un rôle important. Ils sont imbattables en ce moment sur tout ce qui est nouvelles technologies et sur les numériques. Voilà. Ils sont imbattables. Et c'est d'ailleurs sûrement, on croit savoir que une des raisons pour lesquelles les forces ukrainiennes militaires sont bien inférieures en nombre à celles des Russes, et peut-être même en équipement, sauf depuis la compensation de leur déficit d'équipement par les Américains et les Anglais, principaux pourvoyeurs d'armes de précision, c'est que toute cette génération de jeunes qui est à l'aise avec les portables, avec tous les machins numériques, ils arrivent à trouver les portables des soldats russes. Notamment les portables que les soldats russes n'ont vraiment pas le droit d'avoir. C'est les portables personnels. Parce qu'ils ont accepté cela. Et donc, les Ukrainiens ont trouvé le moyen de géolocaliser les portables des soldats, les portables personnels des soldats russes. Alors, avec ça, ils font deux choses. Ils envoient des messages à la famille, ils retrouvent le numéro de téléphone de la famille, ils lisent la mémoire de ces téléphones, ils les géolocalisent, ils les piratent intégralement. Ils laissent tout dedans, sans aucune trace, des fractions, et ils envoient des messages à la famille. Donc voilà, oui, c'est bien moi, je suis actuellement à tel endroit, ma mission c'est de tuer les enfants. Voilà maintenant ce que je fais. Вот наш чем я занимаюсь сейчас. Убить детей. Ça fait des. Et ils envoient les renseignements aux militaires, qui donc se dit, ah, là il y a une concentration de soldats. Ils ont repéré 20 téléphones, là, dans un rayon de 5 km, tac. Voilà. Ça, c'est la force de ces types. Hein. C'est surprenant. Et puis, par ailleurs, pour donner un exemple et pour suivre ce que j'évoquais à l'instant. Et après, on leur laisse la parole. Mais quand même, c'est trop parlé. Puisqu'ils parlent de la recherche, vous savez que nous fêtons cette année le 200e anniversaire de Pasteur. Je n'oublie pas que je suis président de l'Académie d'agriculture, donc on peut faire quelque chose pour Pasteur. Pasteur est allé chercher un adjoint pour diriger l'Institut Pasteur. Cet adjoint, il l'a trouvé à Odessa. Il s'appelait Elie Michnikov et il a eu le prix Nobel de médecine et de biologie en 1908. Voilà, c'est à vous la parole. Qui veut prendre la parole, poser des questions, toutes questions sont possibles. Hein. C'est toujours le premier commentaire qui est le plus emmerdant. No question. Si, je pense que... Oui. Vous imaginez comme étant le plus efficace entre structures liées à l'agro-industrie ouest-européenne et les agro-holdings ou les... Une question sur les co-investissements. Oui. Il y a plusieurs formes possibles. Il y a la reprise d'exploitation agricole, de production. Il y a surtout, je pense, un effort commun dans les sociétés de commercialisation. Alors, les Ukrainiens, d'année en année, améliorent leur capacité de mise en marché. Ils améliorent en particulier leur connaissance des acheteurs potentiels. Mais ils sont encore loin d'avoir le savoir-faire pour maîtriser complètement la commercialisation. D'année en année, ils progressent. Moi-même, j'ai été invité, quand j'étais au Crédit Agricole d'Ukraine, par la banque du commerce extérieur du Maroc, pour rencontrer les 20 premiers traders importateurs de céréales du Maroc, qui m'ont posé comme question, comment fait-on pour travailler en sécurité avec des fournisseurs ukrainiens? Parce que nous voyons qu'ils ont des coûts de production nettement inférieurs aux vôtres, monsieur le Français, et donc ça nous intéresse d'aller acheter chez eux. Et pourquoi ils m'ont demandé ça? Parce que
Ils ne savent pas comment on manipule l'opérateur ukrainien, le vendeur ukrainien. Comment on lui fait confiance. Ils ont trop d'expériences mauvaises. Un bateau chargé de quelque chose qui devait contenir des grains à 42% d'huile, ils arrivent, ça fait 38,5. Le blé devait être indemne de tel et tel machin, il est infesté par des poudres rouges et des verres et je ne sais pas quoi qui le rendent de qualité absolument insupportable. Et donc, là où nous avons la possibilité de faire des choses ensemble, c'est d'utiliser la crédibilité qui est la nôtre dans ces pays acheteurs et la compétitivité d'autres fournisseurs. C'est ce qu'ont fait avec beaucoup de succès les industriels du lait français. Le groupe Lactalis ou le groupe Danone sont présents en Russie, sont présents en Ukraine depuis très longtemps, sont présents ailleurs dans le monde. Ce sont des leaders mondiaux. Lactalis, c'est le premier fabricant mondial de produits laitiers. Et il est présent. Alors là, évidemment, il est dans une situation de crise. L'Ukraine avait 43 millions d'habitants, elle en a un peu moins de 30 en ce moment. Donc, il n'y a pas le marché qu'il y avait eu. Mais l'expérience montre que quand on a le savoir-faire d'un côté et la compétitivité de l'autre, on peut faire quelque chose. Les Ukrainiens ne se plaignent pas de l'existence d'un Lactalis qui transforme des produits laitiers. Mais pas du tout. Il y a même des actions de promotion de la production laitière qui sont encouragées par le groupe Lactalis. J'ai moi-même aidé à faire ça. Le semencier français, n'importe lequel, Limagrin par exemple, ou les semenciers du sud de la France, ont parfaitement compris l'intérêt de venir se développer en Ukraine et en Russie. Et donc, ils répondent à des besoins et puis ils trouvent des ressources génétiques qui n'existent pas chez nous, des résistances aux pointes de chaleur, des résistances au froid, etc. Et il y a tout un champ dans lequel les opérateurs de l'industrie des semences peuvent trouver des opérations d'intérêt commun. C'est deux exemples. Bon. Après. Denis Lafont. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Parle fort, alors le. Deux petites questions. Il y a eu en fait des accords signés en Turquie, la Russie, le rôle de la Turquie réellement dans ça, les médiateurs, a-t-il vraiment un intérêt financier, un pourcentage là-dessus? Deuxième remarque, c'est je crains une amplification de la guerre. Et donc, comment éviter la pénurie et faire la famine en Afrique? Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient combler ce manque? Alors, les accords qualification des accords. Ce n'est pas un accord entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont deux accords. L'accord concerne d'un côté la Turquie et le secrétaire général de l'ONU et l'Ukraine. Il y a un deuxième accord qui concerne la Turquie, le secrétaire général de l'ONU et la Russie. Et ces deux accords répondent aux besoins des deux pays signataires pour débloquer les choses. La Russie a obtenu, vraisemblablement, je ne suis pas dans le secret des dieux, quelque informé que je sois, et donc je n'ai pas vu les contrats. Je n'ai pas encore rencontré de gens qui les aient vus. Donc je suis dans la suspicion, dans l'imagination. Je pense que la Russie a obtenu ce qu'elle souhaitait,
c'est-à-dire une confortation de sa relation politique avec la Turquie pour la Syrie, les Kurdes, d'une part, et les installations de Tarnous en Syrie, qui sont, vous ne le savez peut-être pas, mais la principale base de sous-marins atomiques de la Russie. Et c'est là qu'elle a vraisemblablement ses moyens d'intervention rapides de sous-marins. Pour la deuxième chose que la Russie a vraisemblablement obtenue, c'est la possibilité de circuler dans la mer Noire sans inconvénients, c'est-à-dire sans que les Ukrainiens n'attaquent. Ils se seraient engagés à ne pas attaquer. Si la Russie elle-même de son côté n'attaquait pas. Donc, c'est si on dit le côté le plus intéressant sans doute de ce double accord, qui a été d'un intérêt mutuel à ne pas s'attaquer. Alors que tout le dispositif, auparavant, était que les mines posées par les Ukrainiens devaient dissuader les Russes de circuler, de venir bombarder la côte, et les Russes menaçaient d'envoyer des missiles mer-mer ou tout autre missile sur les installations côtières. Voilà. Donc cet accord, il marche, mais pour le moment, il marche sur du maïs. Or, l'Afrique ne se nourrit pas du maïs. On a fait dire récemment que le navire de 10 000 tonnes, le premier navire de 10 000 tonnes, c'était 1/5 de Panamax. 1/5 de Panamax. C'est-à-dire que dalle. Il partait pour le Liban. Franchement, il faut être fou pour partir pour le Liban. Pas le moyen de payer. Il n'y a rien moyen de payer. Il n'y a plus de silos pour recevoir les grains au Liban. C'est pas comme ça qu'il faut contribuer à l'alimentation du Liban, évidemment. Ce bateau est sorti du maïs. Donc je dis, voilà, le bateau va permettre aux Libanais de manger du popcorn. Mais pas du pain. Donc, par où la Russie peut-elle, par où l'Ukraine peut-elle sortir? Là aussi, monsieur, je complète ma question sur ma réponse sur votre question sur les choses qu'on peut faire en commun entre l'Ukraine et l'Europe. J'ai proposé, j'ai eu une tribune dans Le Monde au mois de juin, où j'ai expliqué un petit peu ça. On peut dans ces gares de passage que je connais depuis très longtemps, parce que j'ai parcouru l'Ukraine d'est en ouest, du nord au sud pendant 15 ans. Je connais le terrain, je connais les hommes. J'ai visité ces gares. Et je me suis dit, oui, c'est bien, ça fait un peu relique, quoi, parce que c'est pas entretenu, évidemment, puisqu'il y a le bateau. Pourquoi s'emmerder parce qu'il y a les wagons, sauf qu'on pourrait se transporter en bateau, c'est plus facile tout de même que de transporter en camion, moins cher, et moins dangereux pour les routes. Donc, je me suis intéressé à ça, et dans ces gares, ça doit représenter peut-être un mois de travail maximum, de faire en sorte que le rail, un train complet de 150 mètres de long, 200 mètres de long, puisse être doublé avec une ligne de rail à l'écartement européen, 1400 et poussières de millimètres, et puis une ligne parallèle de rail russe à 1500 et je ne sais plus combien de millimètres. Et puis on met vous savez, les norias, je ne sais pas si vous êtes familier de l'agriculture, pas vraiment, donc vous savez qu'on a des appareils pour décharger des wagons. Hein. C'est une espèce de transporteuse, on fait tomber le grain sur un bout, ça remonte, ça va dans un autre machin, un camion ou un autre wagon. Donc il faut à peu près, on va dire qu'un train c'est 20 wagons, donc il faut 20 bandes transporteuses. Je pense qu'on doit être capable de trouver en Europe 20 bandes transporteuses pour un quai dans 6 gares de transfert, c'est-à-dire 120 bandes transporteuses. Ça ne me paraît pas inaccessible. Vous voyez, il me semble que les ressources de notre économie doivent permettre de trouver 600 bandes transporteuses à peu près en 15 jours. Hein. Et puis construire les 100 mètres de rail, ça va représenter un travail énorme. Je suis allé la semaine dernière à la fête des gyms, la terre de gym, dans le Loiret, à côté d'Artenay. Ils sont venus. En une semaine, ils ont construit le vieux petit train de Pithiviers pour entourer les 55 hectares du territoire d'exposition agricole. Une semaine. Et ça fait donc 500 mètres de rail. Une semaine. Chez nous. Donc là-bas, 3 jours. Donc on pourrait faire aujourd'hui un réseau ferroviaire
qui permettrait d'emmener du grain sur les 3 ports allemands qui sont capables de charger, sur les ports fluviaux du Rhin, du Danube, et par conséquent arriver au port de Rotterdam, pas mal, pour exporter du grain en particulier, mais aussi on pourrait se dire à Dunkerque on pourrait peut-être le faire. Là, on n'a pas de limite. Et puis ça permettrait peut-être de donner un peu de taf aux mecs qui sont à Dunkerque et qui ne savent pas comment faire quelque chose avec leur port. Et puis, on pourrait aussi augmenter un peu la capacité de Rouen pour charger et transporter les grains vers les pays acheteurs. Qui est déjà spécialisé. Et qui était déjà spécialisé, avec tout ce qu'il faut pour spécialiser. Et le directeur du principal opérateur sur le port de Rouen, qui est un de mes amis, m'a dit, tu as raison, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Ça n'intéresse personne, mais mes patrons, c'est-à-dire les coopératives de coopératives, disent, c'est pas notre priorité. Pour une fois qu'on va pouvoir peut-être vendre, nous, notre propre grain au prix qui nous intéresse, on ne va pas s'emmerder à aider les concurrents. La principale difficulté, vous voyez, c'est dépasser cette espèce d'opposition à court terme et se dire, je dessine une Europe, voilà, une vraie Europe, avec une zone agricole très intensive et très fertile qui serait le bassin ukrainien, et puis des zones moins intensives ou moins comment dirais-je, productives, comme c'est le cas aux États-Unis, par exemple. Et ce que font les États-Unis, c'est quand même que par les réseaux de chemin de fer, ils ramènent sur le golfe du Mexique le blé qu'ils récoltent dans toutes les régions des États-Unis où on produit du blé. C'est-à-dire dans le grand nord-ouest, nord-est, pardon, et puis dans une partie de l'est du pays. Ça fait des kilomètres. Hein. Donc nous pourrions faire ça. Mais il faut une volonté concrète européenne que nous n'avons pas, finalement, malgré tout, malgré les progrès exceptionnels qui ont été faits ces dernières semaines. Jean-Claude Henrard, peut-être. Peut-être que le micro va marcher, donc ça permettra peut-être de mieux. Non, ça ne marche pas. Pourquoi les prix ukrainiens sont 2 fois inférieurs aux prix français, premièrement. Deuxièmement, je comprends très bien que les postes industriels agricoles comme Danone et Lactalis ont intérêt à ce que les produits laitiers soient vendus par les Ukrainiens ou les Russes, mais alors oui, des paysans qui ont du lait en France. En ce moment, on s'interroge sur, on a tout détruit dans l'industrie, si on doit aussi détruire notre agriculture, qu'aurons-nous comme emploi? Alors, je vais répondre à la première question, monsieur. Pourquoi ça coûte 2 fois moins cher de produire une tonne de blé en Russie ou en Ukraine, en moyenne? Voilà. Le parcellaire est depuis, en gros, l'installation des grandes familles agricoles tsaristes avec Catherine II, constituées de grands parcelles rectilignes, géométriques, carrés en général, horizontales, parce qu'on est dans les grandes plaines, c'est la steppe, hein, donc très plate, relativement homogène, donc on n'est pas embêté par des grandes variations de terrain qui obligent à faire des variations de culture. Et on peut rationaliser le recours à la mécanisation. Et donc, en gros, on peut dire que le capital fixe par hectare de production en Russie et en Ukraine, dans les grandes cultures, est 3 fois inférieur au capital fixe de production chez nous. Et ça se traduit immédiatement, parce que ce capital, il est très élevé. Une machine, ça coûte 150 000, 200 000 euros. Il en faut 5 ou 6 hein, pour traiter une grande surface. Donc en Ukraine, on pousse vraiment au bout la productivité de ces matériels. Et ça, c'est incontournable. On ne peut pas, c'est pourquoi je dis, quand je fais des conférences en France auprès des structures agricoles, je leur dis, écoutez, il y a 3 solutions si vous voulez retrouver de la compétitivité. La première, vous mettez tout à plat en France, mais au bulldozer. Vous faites des grandes parcelles comme ça va vous coûter une fortune,
Je ne sais pas qui va faire ça. C'est le modèle Pol Pot. Donc, ça ne marche pas. Et donc, ça ne marchera jamais. Vous ne pourrez jamais atteindre le taux de productivité de l'unité de superficie de production. Vous ne pourrez pas l'atteindre. Deuxième solution, vous croisez les bras, tant pis, c'est plus à nous de le faire. On applique la loi économique de l'avantage compétitif le plus net et on abandonne la production. Et puis, troisième solution, vous allez vous installer là-bas. Vous allez acheter du terrain, vous allez acheter un droit de location, vous allez vous installer, vous allez produire, vous allez peut-être même être approuvé. Vous allez faire ce que font mes amis qui ont créé de Haute-Marne, qui ont créé une société avec 3000 hectares dans la région de Dnipro, en Ukraine, 3000 hectares, parce que c'était un kolkhoz. Et puis, quand au bout d'un an et demi, les voisins de ce kolkhoz ont vu que ce kolkhoz, on avait repeint à peu près tout, que ça fonctionnait, qu'il y avait du chauffage, qu'il y avait de l'eau froide et de l'eau chaude dans les maisons, que la piscine avait été rouverte, que l'école avait un jardin d'enfants. Ils sont venus voir nos Français, nos 4 actionnaires français, en disant « Est-ce que vous accepteriez de reprendre nos terres aussi à nous ?» Et aujourd'hui, cette ferme, elle fait 12 000 hectares. Et donc, avant la crise, elle était en train de se demander si, parce que la demande se poursuit, parce qu'il y a des gens d'un côté qui disent mais nous ne sommes pas d'accord avec l'Ukrainien là qui vient nous pomper notre capital et qui ne nous paye pas comme il faut. Nous sommes d'accord pour être avec vous parce que vous payez un prix normal, parce que nous y gagnons et nous sommes sécurisés. Et donc, s'il n'y avait pas la guerre, il serait en train d'investir pour une autre exploitation de la même taille. Et tout le monde y trouverait son compte. Voilà. Alors, pour la deuxième partie de votre question, c'était Sur le lait. Sur le lait. Alors, l'Ukraine manque de lait, paradoxalement. Manque de lait de son propre bassin. Pourquoi? Parce que c'est tellement tentant de faire des productions tellement compétitives, grâce à ce que je vous ai expliqué dans la première partie de ma réponse. Ça coûte 3 fois moins cher qu'à l'Ouest. Donc, on est compétitif. Pourquoi voudriez-vous qu'on s'embête à faire du lait? Parce que le lait, on ne va pas être capable d'avoir la même productivité. Ce n'est pas pareil. Le lait, vous avez besoin d'une vache. Vous avez besoin de réserver de la superficie de culture pour que cette vache broute. Et si vous voulez avoir une gestion un peu écologique, vous allez, contrairement à ce qu'on entend comme contre-vérité de la part de plusieurs de nos écolos patentés, qui nous interdiraient de manger de la viande rouge, la vache, qui est la principale source de ce que nous appelons du bœuf, qui n'en est pas, donc, est une remarquable machine à recycler ses propres déchets. Ces déjections fertilise le sol qu'elle a brouté et elle est la machine qui coûte le moins cher pour valoriser l'herbe qui pousse. C'est sa langue qui vient couper là. Il n'y a même pas de moteur, c'est la vache. Donc, il y a un intérêt écologique, sans doute, à avoir des productions animales, notamment laitières, mais s'il n'y a d'autres critères que le prix du lait, du kilo de lait, les Ukrainiens préfèrent se livrer, s'approvisionner sur le marché mondial de la poudre de lait qui coûte moins cher que le lait frais récolté sur place, en moyenne. Donc pour que le lait se développe, il faut que les gens se disent « oui, j'ai peut-être intérêt à garder du lait ». Un des critères pour que ce soit faisable en Ukraine, et que j'ai vérifié avec un de mes clients quand j'étais au Crédit Agricole, c'est qu'il y a des populations, il y a des paysans qui n'ont pas forcément le plein emploi dans la production végétale. Ils sont peut-être intéressés à devenir des producteurs de lait, des bergers qui s'occupent de leurs vaches. Ça peut être intéressant parce qu'il y a une gestion de la ressource humaine. S'ils sont occupés à l'élevage, mais qu'ils sont libres pendant la période où on a besoin d'eux pour les récoltes, tout le monde y gagne. Donc, il faut remettre les choses à plat dans les complémentarités entre production animale et production végétale.
Ben parce qu'il y a une demande de leurs produits. Parce qu'il y a une demande de leurs produits. Pardon? Ils sont produits en Russie et en Ukraine. Danone a trois superbes usines maintenant en Russie. 3 superbes usines en Russie. Et ils fabriquent tous les produits que nous consommons ici. Mais avec du lait avec du lait russe. Avec du lait russe. Ça coûte moins cher parce que, oui, parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher parce que les fermes qui font ce lait, j'ai été dans le groupe, qui a aidé Danone à faire partir sa production laitière en Russie, sans aller dans le gigantisme. On a trouvé des marges de manœuvre. Si vous voulez, chez nous, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que quand on a 60 ou 70 vaches, c'est invraisemblable de pouvoir arriver à un prix de lait correct. C'est pas assez de vaches. Il faut plus de vaches pour arriver à un prix plus bas. Ou alors, il faut que le prix du lait soit plus élevé. Aujourd'hui, c'est un problème qui nous est posé d'une façon générale, et Bernard le sait parfaitement, ça. Nous étions, voilà, ça se discute, parce que c'est un vrai sujet de discussion. Nous consommons aujourd'hui à peu près moins de 15% de nos revenus familiaux à l'alimentation. Quand j'ai commencé à exister, ça devait être 60-70%. Ah non. Enfin, dans ma famille, c'était plus que ça. C'était les 3 quarts. Non, c'était beaucoup. 30 ou 40. Non, c'était 30, dans les années 50. Bon, alors mettons 30, mais enfin, on est tombé à la moitié de ça. Même moins. Même moins. Et donc, voilà, vous voyez bien le succès relatif qu'a conservé. Il faut s'interroger. Je m'interrogeais tout à l'heure dans mon discours de la séance solennelle de l'Académie d'agriculture en faisant remarquer que le prix du yaourt dans son emballage ou le prix du yaourt dans le même emballage sans yaourt, c'est presque la même chose. C'est ça qui est anormal. C'est ça qui est totalement anormal. Donc nous sommes invités à réfléchir ensemble au coût de production. C'est évident. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que là, c'est un sujet de discussion qu'on ne va peut-être pas pouvoir traiter tout de suite, mais c'est un vrai sujet de discussion. Je ne partage pas totalement l'analyse de mon ami Jean-Jacques Hervé sur les coûts de production les plus faibles qui emporteraient le marché. Hein. C'est vrai que dans certaines situations, l'Ukraine ou la Russie ou certains pays de l'Europe centrale et orientale peuvent avoir des coûts de production plus faibles, ne serait-ce que parce qu'ils ont des coûts de foncier, des coûts de main-d'œuvre aussi nettement inférieurs. La dimension des exploitations n'est pas forcément le critère absolu, c'est-à-dire que faire 3000 vaches de lait, ça exige aussi 3000 vaches laitières, pardon, ça exige aussi qu'il y ait du personnel, notamment du personnel compétent, c'est-à-dire que les vétérinaires devront être associés, peut-être les chimistes, etc. C'est-à-dire que si on rajoute tout ça, ce qui chez nous souvent est externalisé, ça ne donne pas forcément des coûts de production plus faibles, sauf si les salaires sont faibles. C'est ça la vraie différence. Et je crois que là, il y a des discussions. On voit bien que dans les pays où le niveau de vie, notamment le niveau de salaire a augmenté, un certain nombre de productions diminuent, voire disparaissent. Dans les pays d'Europe centrale et orientale, la production de porc, la production de viande, même la production de lait a parfois diminué, sauf en Pologne. En Russie et en Ukraine, les productions animales ont diminué quand même de manière globale. Même si le nombre de bêtes et le nombre de gens employés à ça, il y a eu une intensification. Il y a eu une intensification.
C'est-à-dire qu'avec moins de bêtes et avec moins de gens, ils font un peu plus ou au moins autant. Mais bon, ces changements de structure de production peuvent exister aussi chez nous. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait... Alors, l'Ukraine ou le sud de la Russie ont des avantages, comment dire, naturels, Oui. manifestes, et comme tu l'as expliqué, les structures de production qui ont été créées depuis un peu plus d'un siècle sont telles que avec les conditions de production, c'est mieux que l'Amérique. Hein. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on imagine mal, c'est que ces régions-là, ces pays-là sont plus productives, plus à même de produire que l'Amérique, que les grandes exploitations américaines. Bon, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé, qu'on a du mal encore à imaginer, et qui pourrait être pris comme un facteur de concurrence déloyale, et qu'il faudra bien considérer comme un facteur de compétitivité, de peut-être coopérative positive. C'est-à-dire que pour le moment, on peut le voir comme quelque chose de négatif, mais il faut le voir aussi comme quelque chose de positif pour l'avenir. C'est-à-dire que dans une répartition mondiale des productions, peut-être que là, on pourrait produire mieux. Tu le dis quelquefois plus écologiquement, ça pourrait être le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et se limiter à notre vision nationale peut être aussi une erreur. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire, parce que l'expérience concrète de soutien et d'analyse d'exploitation que j'ai financée, et je vais évoquer un client qui était un Néerlandais installé à Ouman, à côté d'Ouman, au sud de Kiev, qui avait réussi à prendre une exploitation de 7000 hectares. Peu de taille en moyenne, hein. C'est pas grand, 7000 hectares en Ukraine. Il gérait ça de façon absolument remarquable. Et comme tout Néerlandais, il était éleveur dans l'âme. Donc il a construit un système de production laitière. Très intelligent. Et il n'a pas du tout dépensé autant de capital par tête d'animal que sa famille de Néerlandais restait aux Pays-Bas. Il a dépensé 3 fois moins, là encore 3 fois moins de capital. Parce qu'il s'est centré sur l'essentiel. L'essentiel, il faut que les vaches elles soient bien. Il faut qu'elles puissent être couchées pour pouvoir ruminer, parce que c'est comme ça qu'elles se sentent mieux à ruminer. Et pour ça, il faut qu'elles aient de la paille. Et comme il fait des céréales, il a plein de paille, donc il ne sait que faire. Et donc, il a les litières pour ses vaches, et il a l'espace qu'il lui faut pour que les vaches soient à l'abri du vent, soient à l'abri. Le froid, elles supèrent parfaitement le froid, les vaches. Hein. Et donc, l'idée que très, très à la mode chez nous, que small is beautiful, et ça va être très, très écolo, pour moi, ça ne va pas de soi. Ce type, il a je crois, aujourd'hui 7000 laitières qui sont parfaitement heureuses et qui vivent très bien et qui permettent d'avoir des coûts de production et un lait d'une très grande qualité. C'est une réalité. On peut pas l'admettre, mais c'est une réalité. Une ferme de 7000 vaches en France, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas le faire, puisque le gars qui a essayé de faire une ferme de 1000 vaches dans le Nord, on lui a ratatiné son truc en lui disant 500, comme si un modèle économique qui marchait à 1000 pouvait être divisé par 2 sans que ça change rien du tout. Ça faut être fou pour faire un machin comme ça. C'est à 1000, on vous l'accepte ou on ne l'accepte pas. Non, vous ne donne pas 500, vous voyez ce que je veux dire, ou 250. D'ailleurs, il a décidé que ce serait 0, le gars. Et donc, il n'y a pas du tout, il n'y a même plus cette création de valeur ajoutée dans le coin de là où il y avait ce projet. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Encore une fois, je regrette. Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à discuter sur ce plan parce qu'on ne partage pas tout à fait je comprends. la même position. Je pense que quand on rapporte les choses à des
économique à des éléments comparables, il n'y a pas toujours de grandes différences entre un modèle breton et un modèle ukrainien, sauf la surface, donc moins d'intensification. J'ai, comme toi, été bercé. Ou alors les niveaux de rémunération, ce qui est évident. Bon, c'est-à-dire que là, il n'y a pas photo, hein, c'est tout. J'ai, comme toi, été bercé par l'enseignement de nos économistes distingués du monde agricole, qui nous expliquaient qu'en agriculture, il n'y a pas d'effet d'échelle. Ils sont faibles chez nous, parce que quand on compare une ferme de 10 hectares, 100 hectares, 1000 hectares, c'est la même chose. Quand on arrive en Australie, quand on arrive en Ukraine, en Russie, on compare des exploitations qui font aussi 100 000 hectares avec des exploitations qui font 100 000 hectares. Là, il y a un effet d'échelle. On ne peut pas le contester. On ne peut pas le contester. Il est incontestable. Le problème qui est posé, c'est le problème politique, Ça dépend sur quoi tu l'as. qui est de savoir ce qu'on veut comme société. Est-ce qu'on veut du travail, est-ce qu'on accepte un travail industriel ou est-ce qu'on n'accepte pas? Est-ce qu'on accepte quel type de travail industriel on accepte? Moi, j'ai un fils qui est compagnon du Tour de France. Il m'explique, les compagnons du Tour de France refusent le travail en miettes, refusent fondamentalement le travail en miettes. Et donc, ils veulent absolument que le travailleur pense avec sa main, fasse et maîtrise de son travail. Et ça se traduit par des tailles d'entreprise. Ça peut pas, il y a des tailles d'entreprise qui sont incompatibles avec ce principe-là. Et donc, les compagnons se limitent à ce genre d'activité. On peut faire la même chose en agriculture. Dire, moi, je ne veux pas avoir à gérer industriellement des exploitations de 20 000 laitières qui vont produire un lait à moindre coût, même si je peux démontrer qu'en termes de rendement écologique, elle est aussi bien gérée que d'autres formules. Aussi bien gérée. Je me suis posé la question pour le financement des ports, parce que la banque, elle a des obligations comment dirais-je, environnementales, malgré tout. Et donc, quand les Danois sont venus me demander si je pouvais financer leurs installations porcines, j'ai regardé comment ça fonctionnait dans le bazar. J'ai constaté que ce que ne sait pas faire en Bretagne, avec une production porcine extrêmement éclatée entre plein de producteurs, et qui n'est pas propre, puisqu'on a les algues vertes, puisqu'on a, etc. On voit bien que ça ne marche pas. Ça marche dans des coins d'Ukraine où ces Danois sont installés, parce qu'ils ont pu faire là-bas ce qu'ils ne pouvaient pas faire chez eux au Danemark, c'est-à-dire des exploitations de 20 000 truies. Et tous les porcs qui vont derrière, parce qu'ils ont les unités de méthanisation, ils ont les terres pour produire l'aliment, ils ont l'alimentation, ils utilisent la méthanisation avec les matières, le carbone qu'il faut, en utilisant les pailles de leurs céréales, les pailles, les rafles du maïs, le soja, les parties non comestibles des sojas, pour faire fonctionner le méthaniseur. Ils sont au bilan énergétique positif et il n'y a pas une pollution comme on a sur un certain nombre d'usines. Et ça, c'est une réalité. D'ailleurs, si ça n'avait pas été comme ça, je pense que j'aurais été obligé d'écrire dans mon diagnostic de cette entreprise que sa position vis-à-vis de la gestion de l'environnement était irrecevable et que donc on ne pouvait pas la financer. Voilà. Moi, je ne crois pas que par principe, le grand est mauvais. Ce n'est pas une question de principe. C'est pas une question de principe, c'est une question de rapport de. On ne va pas clore cette discussion entre nous. Je tiens à vous remercier. Non, peut-être une chose que je peux quand même dire, oui. C'est qu'hier soir, parce que je dînais avec l'ancien ambassadeur de France en Russie, un ami, nous avons quand même entendu cette perspective qui s'est traduite ce matin par la libération de Poutine, déclarant qu'il était en train de rappeler sous les drapeaux les 330 000 réservistes de la Russie, et qu'il est en train de monter un système qui va se traduire par simili vote dans les zones de Donbass et de Lugansk, qui lui permettront de considérer que toute tentative par l'Ukraine de récupération de ce territoire est considérée comme une agression nécessitant une réplique militaire. C'est la technique qu'il a utilisée.
lorsqu'il y a eu les sanctions après 2014 et qu'il a pris les contre-sanctions à contre-pied de ces sanctions. C'est la même. Donc il nous pousse au conflit. Il pousse au conflit. Il pousse les Européens à trouver avec les Américains un conflit. C'est la vraie discontinuité dans tout ce dossier. Et c'est le vrai moment où il faut que nous pensions déjà à la reconstruction de quelque chose avec l'Ukraine, à mon avis. Et peut-être même avec la Russie. Et peut-être même avec la Russie. Et peut-être même avec la Russie. Et donc nous évoquions hier, avec Claude Blanche-Maison, les personnalités que nous connaissons bien la Russie. Je trouve que je suis moi aussi membre de l'Académie, non seulement avec Tour de France, mais de l'Académie des sciences de Russie, donc je connais beaucoup de monde. Et nous avons balayé les 4 profils de personnalités politiques notoires en Russie qui sont susceptibles de succéder à Vladimir Vladimirovitch Poutine et à emporter en quelque sorte position dominante sur l'ensemble des apparatchiks. Vous imaginez la densité du système Poutine en Russie. C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est une véritable organisation dans l'opritchnik, quelque chose extrêmement fort et qui est financièrement terrible. Très solide, financièrement très solide. Et donc, on a imaginé, oui, le scénario pire, c'est effectivement un 3e conflit mondial qui commence sur des bombardements atomiques ou des bombardements tout simplement sur les centrales thermiques qui, comme vous le savez, sont indispensables pour que les centrales nucléaires puissent être mises en repos, parce qu'il faut absolument que les systèmes de refroidissement fonctionnent. Ils ne peuvent pas fonctionner avec l'énergie de la centrale qu'on veut arrêter, donc ils ne peuvent fonctionner qu'avec d'autres centrales. Et donc, une des techniques de guerre de Poutine pourrait être de détruire les centrales qui alimentent en effet les centrales atomiques qu'il faudrait sans doute réduire, mais il peut aussi décider qu'une nouvelle catastrophe nucléaire parfaitement acceptable, puisque Tchernobyl a été acceptable. A été vécu. Et voilà, donc il y a ce scénario, il y a le scénario bis qui est qu'un coup d'État, comme ça a souvent été le cas dans les successions puissantes en Russie, se produise dans les jours qui viennent, au détriment de Vladimir Vladimirovitch Poutine, avec l'arrivée d'autres